Bonjour, je suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Grégory, merci de nous recevoir dans tes bureaux de Hong Kong. Donc Grégory Biello, co-owner et managing partner de EMW, East Meets West Fine Wine. Donc je vais te demander de te présenter rapidement. Très bien. Bonjour Raphaël, merci de venir et je suis ravi de faire cette interview pour ton podcast. En fait je m'appelle Grégory, j'habite en Chine, enfin maintenant à Hong Kong, mais depuis 20 ans. Et en fait j'ai monté une boîte d'importation, de distribution de vin avec mon associé Édouard Duval qui lui est toujours basé à Shanghai et qu'on a monté il y a 17 ans. Et qu'on a monté, nos premiers bureaux étaient à Shanghai et on s'est beaucoup développé. Donc en 2008, avant les Jeux Olympiques, on a monté des bureaux à Pékin, puis à Shenzhen, à Canton et à Chengdu. Et il y a 7 ans, je suis parti à Hong Kong pour monter les bureaux de Hong Kong et Macao. D'accord. Et en fait, l'idée, ça a toujours été d'importer des vins plutôt des maisons familiales, ce qu'on dit boutique wineries, et pas seulement françaises, mais des vins qui viennent de partout dans le monde, donc de 15 différents pays. D'accord, 15 pays, très bien. Donc si on reprend depuis le début, donc toi t'es arrivé à Shanghai, t'as fait des études à Shanghai au début, c'est ça? Tout à fait. En fait, moi j'ai étudié, dans le cadre de mon école de commerce, donc le SR1 avec le programme Sésame, donc où j'avais fait 2 ans en France, à Reims, et 3 ans en Chine. Donc normalement pour les autres pays c'était 2 ans, mais pour la Chine, vu qu'il fallait apprendre le chinois, j'ai eu 1 an où j'ai fait que du chinois, donc dans l'université de Tongji. Et après c'est une des facs les plus connues à Shanghai, il y a Fudan, Tongji, c'est une des meilleures facs, c'est ça? Tout à fait. Nous on était vraiment le premier ou le deuxième la deuxième session à partir en Chine. Et c'est vrai que on est vraiment parti à l'aventure et donc 1 an que du chinois, c'était assez dur. C'est ce que je veux dire, parce que c'est assez rare pour des gens de notre génération d'avoir commencé par les études en Chine parce que maintenant ça devient vraiment courant de faire des études en Chine, mais de notre génération, j'en connais assez peu qui ont fait leurs études avant de faire du business en Chine. Tout à fait, donc c'est une grande chance pour moi parce que je pense que on était des pionniers à l'époque à venir en Chine pour étudier le chinois. Et c'est vrai que on se rend compte aujourd'hui que le chinois est de plus en plus populaire à l'école. Je vois mes neveux, mes nièces, ils étudient le chinois dès l'âge de 12 ans. C'est un peu nous, à l'époque, les meilleurs élèves, ils faisaient de l'allemand. Maintenant, ils font du chinois. Et en fait, c'est extrêmement difficile parce que je me rappelle, nous, on avait pendant 2 ans à Reims, on avait 6 heures de chinois. Et je dois dire qu'on avait un professeur, Monsieur Han, qui était très sympa parce que on arrivait à faire des dialogues, où es-tu, t'es dans la cuisine. Et j'ai compris dès le premier jour en Chine que c'était incompréhensible parce que c'est vrai qu'il y a un accent et bon, comme beaucoup de langues, il faut habiter dans le pays pour pouvoir le parler. Et arriver à le comprendre, arriver à se faire comprendre au début. Tout à fait. Quand tu prends des cours en France, c'est une chose. Mais quand tu arrives en Chine, tu comprends qu'il faut à la fois vraiment bien prononcer le pinyin, plus mettre les intonations correctement, donc c'est pas évident quoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont arrivés en Chine, qui sont même mariés avec des Chinoises, qui arrivent à se débrouiller, mais qui arriveront jamais à avoir un niveau supérieur parce que quand ils sont arrivés en Chine, ils ont commencé à travailler très dur. Et ici, c'est vrai que personne compte ses heures. Et c'est très compliqué d'apprendre cette langue sans pouvoir l'écrire, le lire et connaître les caractères, parce que dans ces cas-là, on va toujours stagner à un niveau. Il faut s'y consacrer au début, pas à plein temps, mais presque quoi. C'est ça idéalement quoi. Quand on a déjà un boulot. Je pense que c'est la seule façon de vraiment apprendre cette langue, parce que c'est vrai que
c'est quand même beaucoup plus difficile qu'apprendre l'anglais ou l'espagnol c'est totalement différent, quoi. Exactement. C'est une langue extraterrestre quasiment, quoi. Et en plus, je rajouterais que je pense que de toute manière, plus on vieillit, plus c'est dur d'apprendre une langue. Faut quand on est jeune, moi j'avais 20 ans, on apprend plus facilement. En gros, moi je donne l'exemple, faut apprendre un mot 5 fois quand vous avez 20 ans et l'oublier 5 fois et vous l'apprenez. Aujourd'hui, j'en ai 40. Je vais devoir l'apprendre 15 fois ou 20 fois et l'oublier 15 fois, 20 fois pour le retenir. Donc je pense que faut l'apprendre jeune, il faut essayer de partir jeune en Chine, en immersion pour pouvoir le maîtriser. D'accord. Et toi, ton niveau de chinois est comment? Et comment est-ce que ça t'a servi dans les affaires? En gros, moi, mon niveau de chinois, j'ai le niveau 6 du HSK, donc c'est Hanyu Shopping Cashew, c'est un espèce de TOEFL chinois. Donc je serais pas du tout capable d'avoir aujourd'hui, en toute honnêteté, mais je parle plus ou moins couramment, j'arrive toujours à m'exprimer, à parler, que ce soit avec mes équipes ou à comprendre comprendre la télé, la radio, etc. Mais j'arrive plus du tout à écrire. Enfin, déjà même à l'époque, à mon plus haut niveau, je devais écrire comme un gamin de 6 ans. Donc j'ai jamais été. C'est-à-dire écrire à la main ou même oui, écrire à la main. À la main, Oui. Et même, c'est vrai que ça fait 17 ans que j'ai fini mes études et depuis que je travaille, j'ai toujours une assistante pour m'écrire quelque chose en chinois. J'arrive à reconnaître les caractères, mais je n'utilise plus du tout l'écriture, mais j'ai les bases. J'arrive à lire plus ou moins, enfin, les caractères faciles, quoi. Mais ça, c'est vrai que j'ai beaucoup perdu parce que j'ai pas du tout pratiqué. Mais donc, tu trouves que ça a été clé c'est une clé principale dans mon succès parce que c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'étrangers qui arrivent en Chine, il y a vraiment un gap de compréhension avec les Chinois, les équipes, et souvent ce gap se disent ils sont nuls, ils comprennent rien, et au contraire ils sont très très smart, ils comprennent beaucoup de choses, et quand on comprend pas la langue et quand on comprend pas ce qu'ils se disent entre eux, je pense que c'est beaucoup plus difficile de réussir en Chine. Quoi, aujourd'hui c'est quand même différent parce que les jeunes Chinois ils parlent très très bien anglais, mais quand même je pense que c'est un avantage essentiel. Enfin, un Chinois qui arriverait en France et qui parlerait pas français, il aurait zéro chance. Donc, je vois pas que, je pense que... Et pour me faire l'avocat du diable, enfin, je suis 100% d'accord avec toi, mais est-ce que parfois tu peux te dire qu'il y a un côté un peu ambivalent où, tu vois, quand tu parles en chinois pendant une négociation, forcément, tu vas moins parler bien chinois que ton adversaire, que la personne en face, alors que quand tu parles en anglais, souvent tu vas mieux parler anglais qu'eux, tu vois. Donc est-ce que parfois on peut pas se faire un peu dominer, tu vois? Est-ce que ça dépend des situations. Moi je trouve que souvent avec mes équipes, avec qui je travaillais tout le temps, c'est très important de pouvoir parler en chinois avec eux, même si des fois on va switcher en anglais s'ils parlent mieux anglais, et souvent les meetings sont quand même en anglais, mais des fois quand ils parlent entre eux c'est en chinois, de comprendre ce qui se passe. Après c'est vrai que quand on va voir des clients, des distributeurs dans des villes secondaires, etc. Le côté étranger qui parle pas chinois, c'est vrai que c'est pas mal d'en jouer parce que c'est un peu folklorique et c'est vrai qu'ils aiment ça. Mais je pense que de moins en moins on a affaire à ces situations. D'accord. Ok. Donc pour reprendre la chronologie, donc Shanghai, tu fais ces études. Et voilà. Directement, t'enchaînes sur... En fait, moi, je fais mes études à Shanghai. Directement, je pars en Chine. Le stage de fin d'études, je le fais dans le vin. Donc, je travaille chez ASC, qui était à l'époque le plus grand distributeur en Chine. Et où j'apprends beaucoup. Je commence au plus bas de l'échelle, donc dans les rayons de Carrefour. Et puis, il me propose mon premier travail donc de sales exécutif. Je deviens sales manager. Senior sales manager, et après 2 ans et demi, j'appelle mon copain Edouard qui est champenois, qui avait fait les mêmes études que moi, mais qui était parti aux États-Unis et qui aimait beaucoup la Chine, qui était venu me voir 1 ou 2 fois, et on monte EMW, donc East Midwest. À l'époque, c'était une joint venture, donc avec une partenaire chinoise, c'était obligatoire. Il y avait pas de Wi-Fi, donc d'investissement 100% étranger en Chine. D'accord. Ouais. Depuis, notre associé chinoise est sortie de la société il y a une dizaine d'années. Et c'est une JV qui s'est bien passée. Très bien passée, parce qu'elle était
elle importait déjà le champagne de mon associé et elle avait vraiment besoin d'aide, de soutien, que ce soit financier et aussi sur le terrain. Et moi, c'est vrai que je travaillais chez ASC, donc je connaissais très bien le marché local. Édouard, lui, connaissait très bien le vin, parce que bon, déjà, il vient d'une famille viticole. Plus, il avait fait un master de vin, l'OIV. Donc, c'est vrai que le partenariat était parfait à ce moment-là. En plus, il n'y avait pas beaucoup de concurrence à cette époque-là. On parle de 2004, 2005, et du coup, il y a eu vraiment une grande opportunité. Moi, je me rappelle qu'il y avait que des grandes marques très commerciales, et nous, on arrivait avec un portfolio qui était un peu plus boutique, et c'est vrai que pour ça, la Chine, on avait 25 ans, la Chine nous a vraiment donné toutes les opportunités, on nous a vraiment pris au sérieux. C'est vrai que je pense qu'en Europe, en France, un gamin de 25 ans qui commence une boîte, ça aurait été beaucoup plus difficile de faire ce qu'on a fait nous à cette époque. D'accord. Et donc ça commence, donc le marché a pas mal évolué. Donc dans le domaine du vin, on parle du hand-trade, c'est ça? Bah en fait, au début, on faisait beaucoup de hand-trade. Aujourd'hui, tu peux juste redéfinir un peu le hand-trade. En fait, hand-trade, c'est tout ce qui est CHR en France, donc restaurant, hôtel, bar. Donc en Chine, je pense qu'on doit être le numéro 1 justement pour ce segment. C'est là où vraiment on a été très fort. Moi, c'est vrai qu'à Shanghai, je connaissais beaucoup de clients et on m'a beaucoup aidé au début. Et après, on avait vraiment un portfolio qui était fait pour eux. Et la clé de notre réussite au début, c'est vraiment un niveau de service extrêmement poussé. C'est-à-dire, bien sûr, avoir du stock de toutes les références qu'on avait, mais on imprimait les wine lists, donc on avait des designers sur place, on faisait des trainings, donc des formations. Après 3 ans, on avait le diplôme WSET, donc on offrait carrément des diplômes anglais de WSET, et on livrait pour 300 RMB, donc pour 30 euros pour 3 bouteilles, on livrait. C'est vrai que les coûts de livraison étaient très bas à l'époque, donc vraiment un niveau de service très très poussé. C'est ce que la Chine avait besoin à cette époque, et c'est comme ça qu'on s'est développé à une vitesse incroyable. D'accord. Donc dès la première année. Et surtout sur des vins français au début. Au début, c'était, elle avait beaucoup de vins chiliens, australiens, etc. Donc, mais après, nous, on a beaucoup développé, bien sûr, le portfolio français et italien au début. Ouais. Et après, petit à petit, on a développé l'Espagne, le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et on s'est retrouvé à bosser pratiquement avec les meilleurs vignerons de chaque différente région mondiale, et on couvre tout le globe. D'accord. On avait des vins d'Afrique du Sud, d'Allemagne, d'Autriche. Avec aussi des problématiques de taxes, c'est ça? Il y a des niveaux de taxation différents selon l'origine des vins? Ouais, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, on parle beaucoup de Free Trade Agreement, et en l'occurrence, l'Europe, donc les vins français et italiens, payent 48% de taxes aujourd'hui. Et l'Australie, l'Australie c'est spécial parce qu'en ce moment ils sont bannis, on n'a plus le droit d'importer de vin australien. Bon, ça fait un mois, on verra si ça va s'arranger, mais ils avaient 0. Le Chili 0. La Nouvelle-Zélande 0. Et le problème qu'on a en Europe, c'est que par exemple les Allemands, ils sont pas intéressés pour négocier des taxes de vin à 0. Eux, ils veulent vendre des ascenseurs et des voitures. Nous, peut-être les Français, les Italiens, les Espagnols, on veut négocier des taxes sur les vins. Et je pense que l'Europe, on a du mal à négocier avec la Chine, pas parce que la Chine veut pas, mais parce qu'il y a personne pour parler au nom de l'Europe. Le président de l'Europe va changer, je suis pas sûr, je sais pas si c'est tous les ans ou tous les 2 ans, mais c'est toujours quelqu'un de différent, parce que c'est toujours un endroit neutre. Le siège de l'Europe est en Belgique, qui est un endroit neutre, et le président de l'Europe change tous les 6 mois, tous les ans. Donc je trouve que c'est très difficile pour l'Europe de négocier avec la Chine des accords sur les taxes qui seraient très importants pour le développement des vins européens, pas seulement que français, en Chine. Et c'est vrai que les vins australiens, avant qu'ils les interdisent totalement il y a un mois, ont dépassé la vente des vins français en Chine. D'accord. Qui est incroyable. Aidé par une telle taxe, forcément. Hein.
Et donc les vins français sont quand même poussés vers le haut en termes de gamme. On est vraiment sur du haut de gamme en Chine, c'est ça, avec les 40%. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a bien sûr Bordeaux est toujours très apprécié en Chine. Les grands crus, mais je dirais que les Chinois se sont pris d'amour pour le vin comme un produit, je dirais, romantique, cool. Les jeunes vont boire du vin. Alors que c'est vrai qu'en Europe, c'est plutôt les jeunes boivent plus des cocktails et c'est plus la vieille génération qui boit du vin. Donc c'est quelque chose qui est fashionable, etc. Et en fait, les Chinois, bon, malgré que on pense qu'ils y connaissent rien, etc. Au début, ils le mixaient avec du coca. Ils apprennent très 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 vite parce que ils sont très modestes. Ils se disent on sait pas, on veut apprendre. Et c'est pour ça que quand on fait des formations, on fait payer, c'est toujours rempli. Ils sont vraiment férus d'apprendre et donc ça change très très vite. Et maintenant, je dis pas que tous les Chinois s'y connaissent très bien, mais l'évolution en 15 ans, elle est incroyable. D'accord, ça a progressé quoi, parce que j'ai aussi entendu toutes les histoires de grands crus servis dans des verres avec c'est pour des ça glaçons. que tu me parlais quel est des mythes de ce qu'on croit des Chinois, bah ça c'est exactement quelque chose de totalement faux. Enfin après je dis pas tous les Chinois, ils sont 1 milliard, donc disons qu'il y en a la medium class to high class, il doit y avoir 250 à 300 millions de personnes qui commencent vraiment à savoir ce qu'ils boivent, qui s'intéressent. Un cépage, un merlot, c'est à quel goût, le pinot noir c'est plus léger, le pinot noir c'est en Bourgogne, il y a même des questions que des Européens pourraient pas répondre. D'accord. Donc et même à Hong Kong où le marché est très mature, les gens aiment pas trop se faire conseiller, c'est je sais ce que je bois et alors qu'en Chine ils sont vraiment prêts à apprendre et les choses sont en train de changer très très vite. D'accord. Est-ce qu'il y a un goût chinois qui se dégage? Ils ont une préférence pour certains cépages ou certains pays? Bien sûr. En fait, les Chinois, je disais qu'ils aiment le Bordeaux, mais c'est vrai qu'ils aiment les vins plutôt... Le Bordeaux, c'est peut-être le côté marque, non? Non, pas forcément marque, mais ils aiment le Cabernet Sauvignon, donc ils aiment les vins plutôt concentrés, full body, avec beaucoup de tanins, donc ils aiment les vins assez puissants. Ils aiment moins le blanc. Pourquoi ils n'aiment pas le blanc ou le rosé? C'est qu'en fait, vous direz en Chine, pour les gens qui connaissent la Chine, en Chine, personne boit froid. Boire froid en Chine, c'est mauvais pour la santé. Donc aujourd'hui, vous allez à un rendez-vous, on va vous servir un verre d'eau chaude. Jamais on va vous servir un verre d'eau glacée. Et c'est lié à la médecine chinoise. Ça a toujours été. Et pour les enfants, c'est donc boire froid, c'est mauvais pour la santé. Donc c'est vrai que vendre des vins blancs, ça a toujours été compliqué en Chine parce que ils boivent pas froid et ils ont peut-être raison. Donc parce que c'est leur culture. Et là-bas, en Chine, on boit pas froid. C'est peut-être le seul pays au monde où on va vous servir une bière tiède. Mais c'est comme ça. D'accord, ok. Et donc l'entreprise, donc elle s'est développée. Vous arrivez d'aller à 200 employés aujourd'hui, c'est ça? Un peu moins. On est 160. C'est vrai qu'à un moment on était un peu plus, mais on a beaucoup réduit grâce à des softwares, des systèmes informatiques. Aussi, on a commencé à outsourcer plus la logistique. Donc 160. Donc maintenant on a 160, mais beaucoup plus de commerciaux. Et en fait, Shanghai, c'est notre plus gros bureau. Où on doit être une 50aine de personnes. C'est aussi le head office. Donc on a notre bureau qui aide tous les différents bureaux à travers la Chine. Et après, on a des bureaux donc à Pékin, à Shenzhen, à Canton, à Chengdu. Donc une couverture de tout le pays. Donc ça fait le nord, le sud, l'est, l'ouest. Tout à fait, parce que le but... Avec une certaine concentration dans le sud, quand même, c'est ça? Non, en termes de nombre du bureau, non? En termes de nombre du bureau, mais ils sont plus petits. Mais en fait, ce qui est important, c'est le service est toujours important, donc de livrer pour 24 heures partout en Chine. Et en plus, on a des commerciaux donc basés dans 20 différentes villes. Donc on a un à Hainan, à Tianjin, un à Xiamen, à Dalian, à Harbin. Donc dans toutes les grandes villes. Dans toutes les villes, on a un commerciaux pour pouvoir faire le follow-up avec les hôtels avec qui on travaille très bien, mais aussi avec les distributeurs. Donc au début, on était très axé en trade, mais avec le temps, on s'est beaucoup développé sur Internet, on s'est beaucoup développé avec des distributeurs.
qui eux-mêmes donc revendent au retail, qui revendent à leur réseau, donc il y a des qui revendent à leur réseau, donc il y a des clients privés. Souvent ils ont des wine shops, donc dans leur shop, et ils vendent souvent à des restaurants ou à des KTV. En général, les hôtels, on préfère s'en occuper nous-mêmes pour garder un niveau de service top qualité. D'accord. Mais ça c'est beaucoup donc tout ce segment, donc distributeur, client privé, donc client privé qu'on fait directement donc avec notre database, avec notre WeChat. C'est de tout. Enfin, c'est bien sûr c'est des gens qui sont fortunés ou des gens qui aiment les vins de tous les jours. Il y a Internet qui s'est beaucoup développé. On a vraiment mis un coup d'accélérateur récemment avec le Covid, où on a ouvert 5-6 Tmall Shop, où on a développé notre WeChat Shop, on a développé notre website ici à Hong Kong, Wine Warrior. Donc c'est vrai que ça nous a poussé à nous vraiment développer tout l'internet, plus les clients privés qui nous achètent régulièrement du vin de notre database. Donc voilà, donc c'est un peu les segments principaux avec qui on travaille. Le seul segment où on fait très très peu, et c'est un choix, c'est tout ce qui est supermarché. Et parce que enfin on n'a pas un portfolio qui est fait pour ce segment, et on n'a jamais voulu se concentrer dessus. D'accord. Donc vous êtes importateur. Donc la clé c'est quoi? C'est de sourcer les bons produits quelque part. Donc en fait on est importateur. Au-delà de toute la partie que tu as décrite bien sûr de services, etc. Mais si on revient plus en amont. Donc on est importateur exclusif. Donc toutes les marques on distribue. Toujours en exclusivité. Toujours. Donc, à part les grands crus de Bordeaux qui sont sur le open market, mais sinon toujours en exclusivité. Donc ça c'est très important. Et après on est distributeur. Et on construit les marques. On est des constructeurs de marques. C'est-à-dire que avec le producteur, on va se mettre d'accord sur des projets sur 4-5 ans avec des budgets marketing pour vraiment construire la marque, pour les avoir listés dans des plus beaux endroits en Chine, mais aussi pour construire une image marketing. Donc on s'occupe de tout à partir du moment où on a l'exclusivité de la marque pour développer les ventes, mais aussi l'image de marque en Chine. Donc le trait de marque, l'internet, s'ils veulent avoir un Tmall Shop. Donc quand tu as parlé de 5-6 Tmall Shops, c'est des Tmall Shops qui sont dédiés à une marque. Ça dépend. Il y en a aussi. On en a aussi sur le JD par exemple, sur le cognac. Bon, on fait pas de spirit, mais on fait du saké et on fait un cognac, et donc on avait un JD Shop pour cette marque. Après des fois c'est plusieurs marques italiennes qui vont se mettre ensemble pour faire un Tmall Shop, et c'est vrai que nous on le fait nous-mêmes. J'ai vu beaucoup de gens utiliser des Tipeee, nous on préfère le faire. Donc juste par rapport, on a déjà parlé dans des épisodes précédents. Donc Tmall et JD qui sont les deux grosses plateformes de e-commerce chinois, des équivalents de Amazon, et Tipeee qui est une sorte de distributeur ou d'entreprise qui va animer un Tmall Shop par exemple, le shop sur internet. Et on a aussi notre WeChat Shop. Donc où nos clients privés peuvent acheter directement. Donc là on est donc dans l'application mobile WeChat, une fonction e-commerce dans l'application, c'est ça? Vous avez votre shop. Et donc comment ça se passe quoi? Enfin Tmall versus WeChat, pour vous c'est c'est très différent en fait. Bien sûr, moi je préfère WeChat parce que Tmall prend une commission assez énorme, et c'est très très compétitif. Ça marche beaucoup sur les promotions. Là c'était 11/11, donc single day, donc là faut vraiment ça marche beaucoup avec les promotions, et au final c'est plus difficile, enfin on vend plus facilement, mais c'est plus difficile de gagner de l'argent, alors que WeChat Shop c'est plus direct. Donc moi je pousse mes équipes à pousser le WeChat Shop, mais sachant qu'il faut aussi driver du trafic sur le WeChat. Donc tout à fait, mais bon, le Tmall ça se passe un peu comme une plateforme. Mais le trafic, on peut le développer nous-mêmes en demandant à nos clients quand on fait des événements d'acheter directement sur le shop, et donc sans forcément faire de la pub, etc. Et tout ce qui est influenceur, etc. Ça vaut. Bien sûr, oui, il y en a qui sont très très forts. Il y a Lady Penguin par exemple, mais ces influenceurs, ça coûte une fortune de travailler avec eux, et on essaye,
on essaie d'éviter, ou on essaie d'être malin et de travailler avec des gens qu'on connaît ou qu'on a été introduit. Parce que la rentabilité est pas évidente au final, le prix que ça coûte, sur des grosses audiences, mais... Ça peut être rentable, mais c'est un pari. C'est un pari, d'accord. Donc, ça coûte très cher, quoi. Ça coûte très cher, donc ça peut marcher, et comme ça peut ne pas marcher et vous coûter de l'argent, même si vous vendez X amount of bottle. Et c'est vrai que sur Tmall, c'est vrai que les vins qui sont vendus sont en général à des prix très très bas. Donc c'est toujours un risque de bosser avec ces influenceurs. Et donc cette croissance de l'e-commerce, c'est un changement de modèle, parce que on vient d'un ancien modèle où vous aviez des distributeurs, même des sous-distributeurs, donc où il y avait pas mal une chaîne avec pas mal de maillons. Alors que là, vous êtes quasiment direct, quoi. En fait, vous importez, vous mettez sur Internet. De toute manière, c'était exactement, enfin, c'est vrai qu'on n'était pas en direct avec le client, mais on avait déjà une grande database de clients privés, de grandes marques aussi qui travaillaient avec nous pour leurs événements, par exemple Chanel, Zegna, etc., et qui ont travaillé depuis des années, dès qu'ils ont des événements avec leurs clients. Mm-hmm. Et là, c'est vrai qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est c'était déjà un projet, mais avec le Covid, ça a obligé nos équipes d'accélérer, parce qu'on avait beau leur dire depuis des années, bon, allez, faut arrêter de se focus que sur le on-trade, essayer de vendre plus aux clients privés, essayer de faire plus d'internet, mais là, c'est vrai qu'ils se sont trouvés au pied du mur, et ils ont fait beaucoup d'efforts, et ça s'est vraiment bien développé. Moi, ici, à Hong Kong, j'avais lancé mon site, ça a mis 1 an de le préparer, mais je l'ai lancé 2 mois avant le Covid, donc ça a été une grande chance. Donc, mon site One Warrior, et c'est vrai que ça a très bien marché. Bon, le timing était plus que parfait avec le Covid, et bon, dans un sens, c'est sûr que ça a été dur pour le business, mais je pense que ça a été bien pour de la stratégie de notre société de pouvoir développer le e-commerce. D'accord, ok. Et les vins chinois, vous avez quelques vins chinois de... Tout à fait. Ouais. En fait, le vin chinois, c'est vrai que c'était toujours une obsession, parce que je pense que dans n'importe quel pays au monde, tout le monde aime ces vins. Vous prenez en Italie, les Italiens aiment les vins italiens. Vous allez en France, 90% des vins bu sont des vins français. Vous allez en Espagne, les gens boivent des vins espagnols. Donc, en Chine, c'est évident que les gens vont commencer à boire des vins chinois dès que la qualité va augmenter. Et c'est vrai qu'on a toujours goûté avec mon associé Edouard, et je me rappelle, je crois que ça devait être en 2008, 2009, à Chengdu, il y avait un testing de vin chinois, et c'est vrai que là on s'est dit, là ça commence à être pas mal. Et c'est surtout Edouard, mon associé, qui s'est beaucoup impliqué dans ce projet. Donc il est parti à Ningxia, et en fait on a collaboré, on collabore toujours avec un vigneron. Enfin, à la base, c'était pas un vigneron, mais en fait, il vendait ses raisins à Silveride, qui était le meilleur vin chinois de l'époque. Et en fait, il avait un des meilleurs vineyards, le plus haut en altitude, et les plus vieilles vignes de Cabernet Sauvignon. Et donc, Edouard l'a aidé à faire du vin, enfin, en lui disant quelle barrique acheter, etc. Donc, à voyager souvent là-bas, et on a commencé ce projet avec lui. Ça fait 10 ans qu'on distribue son vin, qui s'appelle Legacy Peak, donc de Ningxia. Et c'est une des régions connues, c'est ça? Il y a le Ningxia, c'est vraiment la région. Shandong un peu. Shandong, où Lafite a eu son projet, et il y a le Xinjiang, mais c'est vrai que Ningxia, je pense, c'est ceux qui ont quand même une longueur d'avance sur les autres. Et ça a été un grand succès déjà en Chine. Et en plus, le vigneron a vraiment bien joué le jeu, déjà nous écouter pour essayer de faire le meilleur vin possible. Et en plus, pour non plus pas le vendre trop, parce que souvent les vins à Ningxia sont vendus à des prix démentiels. C'est ça la réputation que ça avait, c'est qu'on commence à trouver des bons vins chinois, mais que le rapport qualité-prix est pas intéressant. Donc, est-ce que c'est toujours vrai, ça change ça ou... Ça change petit à petit. Après, c'est vrai que c'est toujours la loi de l'offre et la demande. Et un Chinois, pour un vin top chinois, il est peut-être prêt à mettre un peu plus cher que pour un vin de la même qualité qui vient des États-Unis ou d'Australie ou de France. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile, mais c'est vrai qu'avec lui, il a vraiment joué le jeu, et on a réussi à les vendre à un prix raisonnable pour pouvoir les vendre aux hôtels, aux restaurants, etc.
Ça a été un très grand succès. On a eu le meilleur vin par les sommeliers, le meilleur vin de l'année par les sommeliers, je sais plus, c'était 6-7 ans. Sommelier Association de Chine. On a eu Silver Medal de Decanter. Donc on a même eu des awards internationaux. Et après, On parle de bouteilles, dans quel ordre de prix pour ce vin-là, par exemple? C'était des bouteilles qui étaient vendues dans les 40-50 euros. Donc c'était quand même le haut de gamme de chez lui. Mais bon, c'était quand même... On était très contents pour ça. Et en plus, on a commencé à l'exporter dans 10 différents pays. Donc c'est-à-dire qu'on le vend même en France. Le vin chinois vendu en France, d'accord. Après, c'est tout petit, mais bon, on a les droits pour l'exportation. Mais ça, vous voyez, ça c'est un domaine d'avenir, quoi. Écoutez, en fait, à qui on le vend? On le vend pour des hôtels de luxe, par exemple un Shangri-La à Paris qui est là sur la liste, pour sûrement la clientèle chinoise, pour un Chinois qui va venir à Paris, qui est content d'avoir un vin chinois sur sa liste. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer avec le nombre de restos chinois que vous avez dans le monde, toute la diaspora chinoise que vous avez au mondial. On en vend à Singapour, on en a vendu aux États-Unis. Encore une fois, c'est pas des grandes quantités, mais c'est le début. Et regardez, vous allez en France dans un resto chinois, quelle bière vous buvez? Ah ouais, la Qingdao, quoi. Voilà. Donc je vois pas pourquoi dans 5 ou 10 ans, les gens dans un resto chinois, quand les vins chinois vont arriver à une qualité très correcte, ils vont pas boire des vins chinois dans un resto chinois. Comme un vin italien à Paris, vous allez boire un Chianti ou un vin italien. Donc il y a pas de raison. Donc toutes les conditions sont réunies pour faire du bon vin chinois. C'est un énorme marché. Et il y a aussi toute la diaspora, etc., qui va permettre de faciliter l'export. Donc d'ici 10 ans, 20 ans, ça risque de croître. Je pense. Et c'est vrai que les Chinois ont toujours été bons pour tout copier, même faire en mieux, que ce soit des ordinateurs, des téléphones portables, des voitures. Mais c'est vrai que pour le vin, c'est un domaine où ça demande du temps, parce que les vignes ont besoin de prendre de l'âge, et c'est pas en 1 ou 2 ans que vous allez réussir à faire un grand vin. Donc ça met plus de temps. Est-ce que c'est pas un peu l'image du whisky japonais oui, non, c'est tout à fait, mais il y a aucun doute que avec le temps et avec la taille du pays, avec tous les différents climats, les différents sols, qu'ils arrivent à faire des très grands vins. D'accord. Ok. Donc on a dit l'entreprise, donc 160 employés sur toute la Chine, Hong Kong y compris, une couverture d'à peu près toutes les différentes verticales, enfin du on-trade à l'ensemble du marché est couvert. C'est quoi? Ça reste vraiment axé Chine. Vous n'avez pas l'ambition spécialement de vous étendre sur le reste de l'Asie. Non. Donc on dit que c'est aussi du e-commerce comme quelque chose qui va croître. En fait, on veut pas du tout s'étendre dans d'autres pays en Asie. C'est vrai qu'on a souvent pensé, souvent proposé, mais la Chine est tellement grande et a tellement de potentiel que on veut continuer à rester focus sur la Chine. Bon, on a ouvert Hong Kong et Macao. Pourquoi? Parce que déjà Hong Kong et Macao, on appelle ça Greater China, et ça avait vraiment du sens dans le sens où il y avait beaucoup de groupes hôteliers qui avaient le même programme à Hong Kong et en Chine. On avait beaucoup de partenaires avec qui on travaille, des marques qui voulaient travailler aussi avec nous à Hong Kong. Et aujourd'hui, on a 80% de notre portfolio qui est le même en Chine et à Hong Kong, donc ça avait vraiment du sens. Alors qu'à Singapour, les marques, par exemple, avec qui on travaille déjà avec un autre importateur, sûrement pas forcément envie de changer. Et nous, on pense que le grand potentiel, et c'est évident, il est en Chine. Après, pour les axes de développement, pour nous, il y a bien sûr le e-commerce, qui est un grand axe de développement, et on va continuer à en faire de plus en plus et à faire des programmes pour essayer de se développer sur le e-commerce, que ce soit en Chine continentale et à Hong Kong. À Hong Kong, c'est plus sur assez classique, comme on a en Europe, avec Facebook, Instagram et des niveaux pub et des websites un peu plus normal. Et en Chine avec Tmall, JD et plein d'autres plateformes avec qui on travaille en Chine. Et un autre segment où on veut vraiment se développer, c'est le saké. Parce que il y a 2 ans, on a des partenaires japonais qui ont investi dans notre société, et justement pour développer ce projet saké,
parce que je pense que le saké a un grand potentiel en Chine. Et aujourd'hui, enfin il y a 2 jours, d'ailleurs, il y a eu un free trade agreement pour, je sais pas si vous avez lu, mais pour tous les produits asiatiques avec free trade d'ici quelques années, ils vont passer à 0%, donc le saké sera plus taxé en Chine. Et le saké, c'est un alcool qui... Les Chinois sont très sensibles au saké, beaucoup plus que nous en Europe, où les gens pensent que c'est très fort en alcool, alors que c'est à 3-4 degrés de plus que le vin. Et c'est vrai que c'est des caractères chinois, enfin japonais, mais les caractères japonais et chinois se ressemblent beaucoup. C'est des régions qui sont... si vous dites Kyoto à un Chinois, il sait exactement où c'est, alors qu'un Européen, il va pas forcément savoir où c'est sur une carte, donc ils se reconnaissent très facilement. C'est de l'alcool de riz. Et le dernier point, c'est que la nourriture japonaise est la plus appréciée en Chine. C'est là où vous avez le plus de restaurants, à part bien sûr que les restaurants chinois, c'est les restaurants japonais. Comme nous, en France, c'est les restaurants italiens. Donc la cuisine a toujours été un vecteur pour accélérer le business du vin ou des alcools dans les restaurants. Donc je pense qu'il y a un énorme potentiel et c'est vrai que c'est Internet et le saké, c'est vraiment les 2 axes de développement pour nous. Et pour le saké, pourquoi est-ce qu'ils ont fait appel à vous? C'est des Japonais qui appellent des Français pour entrer en Chine. Vous avez les canaux de distribution. Pourquoi? Parce que on a un réseau de distribution assez unique. Que ce soit en Chine ou en Hong Kong, Macao, il n'y a pas un casino, il n'y a pas un restaurant, pas un hôtel avec qui on travaille pas. On a une très très bonne réputation. Donc je pense qu'on était les mieux placés pour pouvoir développer ce business saké parce qu'on connaît les clients et on va pouvoir savoir comment les former et on va pouvoir les éduquer sur le saké. Donc je pense qu'on était un partenaire idéal pour eux. D'accord. Et c'est un peu, est-ce que si je me trompe pas, on a parlé d'ASC Fine Wine, qui était aussi un gros acteur en Chine, tout à fait, qui s'est fait racheter par Suntory, aussi dans toute la chinoise. Donc est-ce que il y a une logique similaire? Japonaise, pardon. Je trouve que c'est un peu un hasard, et c'est vrai que vous êtes concurrent direct quelque part avec ASC. Tout à fait, mais ASC, contrairement à nous, la différence c'est que ASC c'est un très très grand succès en Chine, mais ASC fait plus des marques qui sont très connues. Ils font aussi beaucoup de retail que nous on fait pas. Donc disons qu'ASC sont meilleurs sur le retail et nous on est peut-être meilleurs sur le on-trade. Et c'est vrai que le partenariat avec Suntory a été aussi très axé spiritueux. Donc c'est là où ASC a développé toute la gamme de whisky japonais avec Suntory. Ça n'a jamais été sur le saké. D'accord. Donc c'est un peu un hasard, c'est différent, mais c'est peut-être ils ont peut-être eu la même logique que nous 7-8 ans avant, mais plus sur le whisky japonais. Mais c'est vrai que le whisky japonais aujourd'hui, c'est un succès incroyable. Mais pourquoi? Parce que ça marchait pas du tout pendant 10 ans, donc ils en ont pas produit pendant 10 ans. Donc il y a un manque de production, donc c'est introuvable. Donc c'est pour ça que les prix ont doublé, triplé et qu'ils sont revenus hors de prix. D'accord, ok. Quel conseil tu donnerais à un vigneron français qui veut rentrer sur le marché chinois? Déjà c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vignerons qui essaient de venir en Chine et des fois je me dis on peut taper à votre porte et vous surtout pas. Non. Je vais pas être en fait, c'est vrai qu'en général les vins que je vais sélectionner, c'est moi qui les choisis et c'est pas forcément les emails qu'on m'envoie. Je reçois entre moi et mon associé, mon équipe marketing, on doit recevoir plus d'une centaine d'emails par mois de personnes qui veulent qu'on distribue leur vin. Donc et c'est vrai qu'en général on a un portfolio très complet et par exemple on essaie jamais d'avoir de doublons. Si j'ai un prosecco, je vais pas avoir un autre prosecco. Si j'ai un vin, un Sancerre, je vais pas avoir un deuxième Sancerre. Ça me sert à rien d'avoir deux marques et on a des relations très fortes avec les vignerons avec qui on travaille. Donc nous aujourd'hui, on va rajouter 1 ou 2 marques par an et c'est dans une petite région où on veut rajouter ou c'est vraiment une marque qu'on a décidé d'arrêter et on veut la remplacer. Donc c'est vrai que le portfolio est assez stable et on le change pas beaucoup. À
à moins que vraiment on trouve que quelque chose qui va apporter quelque chose à notre portfolio. Donc, mais après, pour un vigneron français qui veut venir en Chine, déjà, bon, avant le Covid, il y avait beaucoup de wine fair. Donc, que ce soit Provine, vous aviez Decanter, vous aviez Vinexpo, donc toutes ces wine fairs, il y en a qui peuvent être intéressantes, mais moi, ce que je veux leur dire, c'est surtout de bien préparer leur voyage. Parce que si vous partez en Chine, les mains dans les poches, sans avoir de rendez-vous et des rendez-vous précis avec des acteurs, des distributeurs sur le marché, souvent ça va vous coûter beaucoup d'argent et finalement vous allez pas réussir à faire du business. Donc et vous allez rentrer un peu frustré, etc. Donc moi, comme toujours, quoi. Sur un salon, il faut préparer ses rendez-vous à l'avance. Faut exactement. Voilà. Faut donc pas compter sur le hasard. Le hasard, c'est le bonus, quoi. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de régions qui sont actives. Bordeaux est très active. La Bourgogne qui essaye de faire des actions, qui vont peut-être inviter des vignerons. Même si vous invitent, vous allez quand même avoir des frais extérieurs. Et c'est vrai que j'ai souvent vu des vignerons rentrer un peu frustrés parce que il y a pas non plus beaucoup d'acteurs. Il y en a même plein de nouveaux qui vont être spécialisés dans une région spécifique en Chine, à Guangzhou, à Shenzhen, à Xiamen. Mais faut être préparé et faut rencontrer les bonnes personnes parce que sur un salon, il y a très peu de chances de réussir son coup si vous n'avez pas bien préparé. Et est-ce qu'au niveau de leurs produits ou du marketing, il y a des choses à prendre en compte pour le marché chinois? Bah bien sûr, enfin il y a toujours des tendances et après par exemple c'est que sur le sparkling, ils aiment bien quand c'est un peu plus sucré. Donc c'est vrai que ça c'est ce qui marche bien sur les vins pétillants. Donc après il y a toujours des tendances dans les marchés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il va peut-être avoir des opportunités pour les vignerons français avec les vins australiens qui sont totalement interdits en Chine. Aujourd'hui, moi tous les conteneurs qui sont en Chine d'Australie sont bloqués. Donc ça c'est la force de la Chine, quand ils décident quelque chose, du jour au lendemain, ça se passe vraiment. Donc ça veut dire, et c'était le numéro 1 en Chine. Donc j'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour les vins français, pour les vins européens. Et je pense les vins français en premier parce qu'on était quand même numéro 2, on a une légitimité, une réputation. On reste numéro 1 sur le premium peut-être. Non, même pas non, même sur le premium, l'Australie nous avait dépassé. Ah ouais, d'accord. Et après, je pousse les politiques à se battre pour avoir un free trade agreement avec la Chine. C'est le meilleur moment de le négocier. Il y a des problèmes avec les Américains et je pense qu'on loupe l'opportunité de négocier quelque chose qui pourrait être très important pour l'Europe. Enfin, en tout cas, et pour le vin. Ok, c'est très clair. Je crois que tu avais un livre à conseiller. Un livre. Alors, écoutez, j'avais pas un livre spécifique sur la Chine, j'en ai lu beaucoup. Et après, c'est toujours après des livres que j'ai pu aimer, moins aimer, etc. Mais un livre que en plus en management que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aidé, qui m'avait été conseillé par mon associé, qui s'appelle The Carrot Principle. En fait, c'est un livre de management, c'est comment motiver ses équipes en Chine, enfin avec la carotte, mais enfin c'est pas du tout. En gros, c'est vrai qu'en Chine, le plus gros challenge qu'on a toujours eu, c'est le HR. Comment, et surtout quand on était en pleine croissance dans les années 2000, comment trouver les bons éléments, comment les garder également, les traîner et surtout les garder, parce que c'est vrai qu'après un an, si quelqu'un est fort, tout de suite on va lui proposer un pont en salaire. Et ça, c'était un livre excellent pour comment motiver ses équipes, comment manager ses équipes. C'est pas un livre sur la Chine en l'occurrence, mais je trouve que ça s'adaptait très bien. C'est par exemple, si vous voulez donner quelque chose, un défaut à quelqu'un, quelque chose de négatif, il faut donner 3 points positifs. Sinon, il va pas écouter ce qui est positif. Donc c'est plein de petites astuces de management. Fêter les anniversaires de toutes ces équipes. On fait toujours tous les anniversaires. C'est des petites choses qui font que
on crée vraiment une famille et on essaye de garder nos éléments les plus importants, D'accord. pas seulement grâce à l'argent, parce que c'est vrai que sinon c'est impossible et je dis pas que ça a marché à 100%, mais je pense qu'avec les années on était bien meilleur pour justement garder nos staffs et j'ai quelques personnes quelques managers qui sont avec moi depuis 10 ans, même 15 ans. Donc 10 ans, j'en ai une dizaine, 15 ans, j'en ai deux. Mais bon, la boîte a 16 ans, mais enfin deux autres que moi et Edouard. Mais en gros, je pense que c'est tout ce qui est management, je pense, qui est très important en Chine. C'est très frustrant parce qu'on se retrouve à reformer des gens et on se dit toujours que si j'avais eu la même équipe depuis le début, on aurait fait encore mieux. D'accord. Pour conclure, donc la question que je pose à chaque fois à la fin, donc est-ce que tu as une astuce pour hacker la Chine? Déjà pour hacker la Chine, moi je pense que je l'ai dit au début, mais il faut s'approprier la culture. Enfin moi je pense, dans mon cas c'est parler chinois, mais pas forcément que parler chinois, mais vraiment essayer de comprendre leur point de vue et pas se dire ok ils sont différents. Il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent, ils sont bêtes, ils comprennent rien. Et c'est vraiment essayer de comprendre, même si vous parlez pas le chinois, de comprendre quels sont leurs points de vue et pourquoi ils pensent comme ça. Donc je pense que vraiment faire un effort de compréhension des personnes, et ça je pense c'est décisif, parce que ça va vous permettre vraiment de comprendre leur état d'esprit et pourquoi ils veulent faire quelque chose comme ça. Donc bien sûr écouter, s'adapter. Et la deuxième chose que je pense qui est très important aujourd'hui en Chine, c'est et peut-être c'était pas le cas il y a 10-15 ans, mais c'est de se mettre dans un business où, en tant que Français, vous avez une vraie légitimité. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance avec le vin, parce que c'est vrai qu'en tant que Français, vous apportez du vin, vous apportez quelque chose, vous avez de légitimité. Demain, vous voulez faire de l'internet, de la communication. C'est très difficile parce que si un Chinois est meilleur que vous, ou si Il y aura un Chinois meilleur que vous parce que c'est extrêmement concurrentiel et ils sont bons, quoi. Donc, ils vont pas avoir besoin de vous. Alors qu'un Français qui vend du vin, comme tu le dis clairement, ça, t'as une légitimité qui est remplaçable. Et ça a toujours été carte sur table pour les Chinois quand ils ont fait Airbus, l'usine d'Airbus, c'était à Tianjin. Ils ont dit voilà, pendant 10 ans, on vous donne le contrat et après, ciao, parce que on saura le faire et c'était écrit. Ça a jamais été ils ont jamais menti, etc. Donc aujourd'hui, pour n'importe quel business, pour avoir des visas en Chine, faut montrer que vous parlez chinois. Il y a beaucoup Et bien sûr, si vous êtes un spécialiste d'intelligence artificielle, on va vous faire un tapis rouge pour venir en Chine. Mais si vous êtes un ingénieur et qu'ils en ont je sais pas combien et qui sont aussi bons que vous ou meilleurs, ça va être beaucoup plus difficile pour vous développer en Chine. Donc je pense qu'il faut se développer, essayer de trouver des idées dans des business où, en tant que Français, on a une vraie légitimité. Voilà. Ok, non, c'est très clair, ça fait totalement sens. Très bien. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Grégory. Merci, Raphaël. Bonne chance pour ton podcast. Très belle initiative. Et merci beaucoup. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!